suis né en 1950 dans un quartier arménien de la banlieue parisienne, à Issy-les-Moulineaux. L'aîné de 3 enfants. Mes parents sont arrivés soit par la Grèce, mes grands-parents, soit par la Grèce, soit par la Bulgarie. Le père de ma grand-mère a été assassiné dans les prisons turques parce qu'il était combattant. Mon père a eu 11 frères et sœurs brûlés vifs dans une église. Jamais eu de haine ni de rancune. Par contre, ça m'a poussé à vouloir créer justement pour qu'ils puissent trouver la paix. Puis de toute façon, entretenir une haine serait stupide. Alors, né d'une famille de pauvres, j'étais pas prédestiné à faire des études, hormis l'obstination de ma mère qui a été convaincue qu'elle avait affaire à un génie. Mais enfin, malgré tout, elle a bien fait d'insister, puisque j'ai fait des études de philo et de psycho, puis ensuite je suis devenu éducateur spécialisé, psychanalyste, formateur, directeur d'une école d'assistante de formation. Et puis j'ai créé la première mission psy dans le monde avec Médecins du Monde en 89, après le tremblement de terre qui a eu lieu en Arménie, à l'époque soviétique. Voilà, et que vous dire d'autre? J'ai 2 enfants. Je vis toujours dans ce quartier arménien. Enfin, ce qu'il en reste. Quoique la majorité du temps, je vis en Arménie. Pourquoi? D'abord parce que malgré la situation catastrophique de l'Arménie, c'est calme. C'est-à-dire que je me sens moins en danger à Yerevan et en Arménie qu'à Paris. Mais c'est pas pour ça que je vais en Arménie. Et puis parce que malheureusement, bien que j'ai de nombreux amis non arméniens qui sont très actifs dans la vie associative, d'ailleurs, si cette vie associative n'existait pas, je me demande ce que deviendrait ce pays. Ça serait encore pire que ce qu'on connaît. Mais j'ai trouvé que c'était plus utile, j'étais plus utile là-bas pour enseigner, soigner, et puis présenter des petits projets, mais ça on en parlera à un autre lieu, à une autre heure, puisque c'est pas le thème. Alors moi j'ai regardé ce que faisait Boris Cyrulnik sur la résilience, et à un moment donné il explique que il est devenu psychiatre parce que lui-même souffrait, parce qu'il a été victime de la Shoah, et c'est comme ça qu'il a fait sa propre résilience. Alors ma question est la suivante, est-ce que c'est le même cas pour vous? Moi je crois, mais j'en ferai pas une règle, parce qu'il y en a qui vont être choqués. Quand on est éducateur, médecin, psychologue, on est dans la réparation aussi. Pas besoin d'être fils de génocidier ou petit-fils, mais qu'est-ce qu'on répare? Mais à partir du moment où on le sait, on l'a travaillé dans sa propre cure, c'est là où on commence à se libérer. C'est oui et non, parce que quand j'étais petit, moi, à la maternelle, j'ai l'impression que j'étais tombé dans un monde de fous. Violent, un monde de fous, alors que c'était encore une époque relativement pacifique, compte tenu au regard de ce qu'on vit aujourd'hui. Et moi, c'était comprendre l'homme. D'accord. Au niveau physique et mental, et trouver la connexion, je crois, 5-6 ans. Oui. Alors vous imaginez qu'à cet âge-là, je ne pouvais ni en parler avec mon père, ni avec ma mère. Alors mes copains du quartier, quand on jouait dans la rue, on faisait des barrages dans le caniveau. Oui. Ça nous arrivait même de boire la flotte. C'était pas vraiment le milieu propice, enfin, on va pas dire propice, mais qui permettait ça. Mon frère est médecin. Ma sœur a été psychomotricienne. Vous allez me dire, vous n'allez pas faire un cas de votre famille. Non, mais il y a quelque chose de l'ordre de la réparation. D'accord. Et rares sont ceux qui savent ce qu'ils réparent. Et est-ce que vous savez ce que vous avez réparé? Ce que je suis réparé ou en train de réparer,
les traces qui restent encore, les cicatrices. D'ailleurs, il y a un très beau film fait par un Turc sur le génocide arménien qui s'appelle La cicatrice. Lui, il ne faut pas qu'il foute les pieds en Turquie, ils vont le transformer en merguez. Paradoxalement, quand je suis en Arménie et que je vois des enfants, bon déjà quand je vois des enfants, mon cœur il saute au plafond, je suis rempli d'une joie, ça c'est le côté bien. Ou les femmes arméniennes, qui au demeurant sont très belles, touchez pas à nos femmes, tout de suite après, et sans que je réfléchisse, il me vient une tristesse, jusqu'au point parfois de pleurer. Alors que c'est pas que je me révolte contre ça, c'est que je me dis, mais ça va s'arrêter quand ce truc-là? Parce qu'il n'y a rien. Quand je suis dans la rue, je vois en plus les mômes en Arménie, ils ont vraiment gardé des têtes d'enfants, quoi. C'est vraiment. Pour ça, je les photographie, pas parce qu'ils sont arméniens. Et qu'est-ce que j'ai guéri? Je ne sais pas si c'était pas d'une certaine manière guéri avant, ou bien sur la bonne route. C'est des traces, mais pas négatives. Je ne supporte pas l'injustice. Pas le seul, pas besoin d'être arménien. Je ne supporte pas l'oppression. Je ne supporte pas qu'on abrutisse ou qu'on domine un individu, des peuples. Et ça, c'est une révolte vitale qui doit venir des ancêtres, de mes ancêtres, du côté de mon grand-père paternel, qui sont de la région de Mouche. Et la guérison pour moi, c'est. Mais avant que je rencontre Cyrulnik et bon, ces vidéos que j'aime bien, c'est créer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais dans un article dit au gouvernement turc, on va dire, pas expressément de ma part, mais à tous ces fous dangereux, tapez-nous dessus, tuez-nous, persécutez-nous. On créera jusqu'à ce que vous en ayez marre et que vous arrêtiez. Ça rejoint un peu ce que disait William Saroyan. J'ai dû... Vous savez, cette phrase où il dit qu'est-ce que c'est que ce peuple dont personne ne connaît l'histoire, personne qui a perdu toutes ses guerres, qui a... Mais, allez-y, tuez-les, brûlez-les, détruisez leurs églises. Vous verrez que quand deux Arméniens se rencontrent, ils reconstruisent une nouvelle Arménie. Je n'ai jamais été hanté par les 11 frères et sœurs de mon père qui ont été brûlés vifs. D'accord, ils ont été brûlés vifs. Oui, dans l'église d'Ardonc. Donc, comme ça se faisait et que ça se fait, on accumule, on teste les Arméniens dans une église. Il y a aussi un peu plus subtil, enfin, disons la deuxième génération de torture, enfin c'est d'enduire les femmes de pétrole, leur demander de danser et de foutre le feu. Et voilà, ça fait sourire les bourreaux. D'accord. Alors moi, ma question, parce qu'on a fait une émission sur la résilience, et moi, ma question, c'était comment expliquez-vous que des jeunes, aujourd'hui, plus de 100 ans après le génocide arménien, soient aussi révoltés et déterminés à ce que les Turcs reconnaissent ce génocide? Alors, à mon avis, il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a la jeunesse en France et en Europe vit une grosse crise identitaire. Rouleau compresseur de la mondialisation, de la globalisation. Mais en ce qui concerne les Arméniens, 1987, 1988, 1990, 1991, massacre à Sumgait, Kirovabad, et les scènes se répètent. D'accord. Ce que, quand je soignais pour Médecins du Monde, quand j'ai reçu
les rescapés de ces massacres, et il me racontait ce que j'avais lu en étant étudiant, quoi. C'est mais la copie conforme, l'arrogance du gouvernement turc et d'Erdogan. Alors, dans un autre niveau, ça dépend qui c'est qu'il y a derrière ces jeunes. Hein. Ouais. Je ne dis pas il y a des forces occultes, mais tout dépend. Vous savez, il y a la plaie psychologique qui se réveille ou qui a toujours été là, et il y en a qui en jouent pour mobiliser. Parce que finalement, moi j'ai dit à ces partis traditionnels arméniens, ma carte d'identité, c'est pas le génocide. Ma fille me disait, mais papa, les chants des Arméniens sont tristes. Par chance, ma mère avait ramené d'Arménie une vidéo sur les chants de paysans de Mouche. Je lui ai dit, assieds-toi, écoute. Et je lui ai dit, alors, c'est triste? Elle me dit non. Donc il y a quelque chose, une joie, un amour de la vie qu'il faut réhabiliter et dire à certains des dirigeants arméniens, bon, ça va, on n'oublie pas, mais on ne va pas aller s'enterrer avec des gens qui n'ont pas de tombe. Il vaudrait mieux leur donner une tombe et nous donner la vie. Voilà ce que je disais en Arménie à la fois, que c'est aux étudiants de psychologie, il faut passer de la survie à la vie, qu'on le veuille ou non, sinon ça recommence. Et je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce peuple que vous êtes qui n'arrive à réagir que quand il est à 2 doigts d'être exterminé? Je dis, mais vous vivez, accordez-vous le droit de vivre. Les soviets, les turcs, j'ai dit oui, et les mongols, et les arabes, et les grecs, et les... Oui, c'est vrai que c'était un petit peu un supermarché des invasions en Arménie. Oui, dans tous les sens. Ouais. Ouest-est, est-ouest. Alors, il y a quand même eu un génie pour arriver à survivre en espérant vivre, parce qu'il y a 2 types. Il y a ceux qui maintiennent la vie en passant par la survie, en espérant qu'on va arriver à autre chose, notamment en Arménie, parce que là, ils sont chez eux. Donc ils n'ont plus le temps de se demander, ou ils n'ont pas besoin de se demander s'ils sont arméniens ou pas. Ils le sont, c'est tout. Pas arménien, ça bouffe arménien, ça fait chier son voisin en arménien. Alors, il y a comme ça des génies comme dans tous les peuples, qui apportent des petites touches pour que les jours plus ensoleillés arrivent. Exemple, un type en Arménie qui a creusé une maison sous sa maison, 21 mètres dans du basalte. Basalte, c'est une pierre très dure. Il n'avait pas de marteau-piqueur. Il a fait ça au pif. Et vous descendez, il y a plusieurs pièces à chaque étage. On arrive au dernier, et ça repart, et l'escalier remonte dans sa maison. Et sa femme lui disait, mais tu ne sais même pas où t'es. Et il lui disait, là, on est en dessous de 2. Il ne s'est jamais trompé. Et bon, lui, il disait que c'était parce qu'il avait fait un rêve, et que dans son rêve, on lui demandait de faire ça. Et puis il a dit, le premier grand cataclysme, c'était le déluge. Cette fois-ci, ça sera par le feu. Voilà. Mais c'est chrétien aussi. C'est très Oui, chrétien. oui. C'est très très chrétien ça. Là, je vais vous faire écouter 3 témoignages de gens qui étaient présents à la commémoration à Marseille. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Allez, bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Azad.
Tu t'appelles Azad? Orhan Nissan. Ok, Azad ça veut dire? La liberté en arménien. D'accord. Voilà, j'ai 19 ans. J'habite là C'est libre, dans les c'est quartiers pas la nord. liberté. Et voilà, je suis venu commémorer pour les morts qui sont morts. C'est une petite pensée. On n'a rien pu faire, mais bon, en étant là, on se sent un peu impliqué, histoire de se dire que ces gens-là, ils sont pas oubliés. Et voilà, au plus il y a de gens, Ouais. au plus c'est bien, Et madame. est-ce que ta famille a été massacrée il y a 32 ans? Ma mère, c'est une Arménienne du Liban. D'accord. Elle est partie au Liban parce qu'il y a eu des massacres. Ouais. Et mon père, c'est un mec d'Arménie, et voilà. D'accord. Et on t'a raconté un peu petit depuis l'enfance ce qui s'est passé? Toute ma vie, on m'a raconté. Et pourquoi? Parce que tu as eu l'impression que c'était comme un devoir de mémoire qu'on devait se C'est transmettre? pas une question de devoir, tous les Arméniens ils doivent faire ça. Même si l'Arménien il croit pas à Dieu ou il aime pas trop son pays comme nous tous, on est très patriotiques, c'est pas grave, juste d'être là, ça montre que voilà. D'ailleurs regardez, il y a même des Français, ils viennent nous soutenir. Là on a un Araméen ici, et on a un Libanais, un Grec, on a du tout. Il est le grec. Le Grec, je crois qu'il est parti le Grec. D'accord. Voilà. Moi, si vous m'aviez pas dit qu'il était arménien, je pensais entendre un type du 9-3 Ouais. qui parle la langue de ce qu'on appelle les Niktamer, la racaille. Bon, je dirais d'une certaine catégorie de la jeunesse. Alors, bon, c'est pas pour le critiquer. D'abord, il y a beaucoup d'inculture. Mhm. Il y a. Moi, j'appelais ça, dans un autre article, les émotions non identifiées. D'accord. C'est-à-dire que c'est même pas qu'il les gère pas, c'est qu'il les repère pas. Bon, la pauvreté du vocabulaire. C'est pas par rapport à la cause arménienne. Je dis pas qu'il faut qu'on s'exprime tous comme Montaigne ou la Boétie quand on parle du génocide. Enfin, quand même, c'est pas. Je dis, Mais pourtant, ce jeune, il est là. Ah oui, 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 oui. Alors, il est là, il est à fond. Mais moi, je me demande si c'est pas parce que depuis tout petit, chez nous, on nous parle tout le temps de ces choses-là, de ce massacre, de comment c'est arrivé, comment c'est fait, ce déni de la part du gouvernement turc. Quand on regarde les images là, on voit bien qu'il y a des enfants qui tiennent des photos horribles. Mhm. Et est-ce que ça provoque pas après, c'est-à-dire qu'on montre des choses comme ça, mais on l'explique pas, on débat pas, on n'analyse pas les choses comme ça, on met pas des mots. Parce que quand je lui ai demandé si c'était un devoir de mémoire, il m'a dit non. Parce qu'il n'a pas compris. Voilà. Il a retenu le mot devoir, c'est-à-dire obligation. Il a dû sûrement vouloir dire je le fais par choix, pas par devoir. Bon. Donc, problème de vocabulaire, je critique pas ce jeune homme, je critique les responsables de la communauté arménienne, parce qu'il faut éduquer et former les jeunes arméniens, entre autres, c'est pas les seuls, pour qu'on arrête de raconter des conneries. Et je dis, essayer de passer du cerveau reptilien au cortex, quoi. Mhm. Entretenir la peur d'une agression fatale, ça provoque soit des comportements agressifs, soit des comportements de fuite. Alors, on a peut-être autre chose à faire 4 générations après que ce genre d'arsenal, quoi, qui est finalement ce qui est réactif. En plus, écoutez, il y a quand même des dialogues qui s'ouvrent en Turquie entre Turcs et Arméniens, notamment à l'initiative de Randik, mais il y a beaucoup d'intellectuels arméniens, turcs, pardon, qui ont payé très cher leur prise de position. Zara Ouglu, que j'ai rencontré personnellement, qui a traduit plus de 20 livres en turc sur le génocide arménien. D'accord. Il a fait de la prison, sa femme aussi. Il y en a une bonne partie qui ont dû quitter la Turquie. Enfin bref,
Il y a une volonté de dialogue. Alors au début, ça a été oui, mais c'est de la magouille, c'est des manips, bon, et puis voilà. Bon, alors toujours à cause du manque d'information et de culture politique. Je pense qu'on ne peut pas créer un mouvement, un parti avec les séquelles d'une souffrance. Parce que là, c'est même pas la souffrance, c'est les séquelles d'une souffrance. Et croire, avoir l'illusion que entretenir ces séquelles, c'est permettre que les communautés arméniennes durent, peut-être, moi je dis, le gouvernement turc devrait reconnaître ce génocide, alors les communautés arméniennes fonderaient pour Notre témoignage. C'est une question de résilience. Est-ce que vous savez ce que c'est la résilience? La résilience? C'est un concept qu'a amené en France Boris Cyrulnik, qui avait vécu la Shoah. Et la question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'on peut faire une résilience et se réconcilier avec un gouvernement qui ne reconnaît pas? pareil, hein. Bien sûr, c'est compliqué. Enfin, sans pardon, on ne peut pas accepter des excuses qui n'existent pas. Donc, c'est sûr, depuis 100 ans, on demande ça, on demande des excuses, on demande un pardon, quelque chose. Il n'y a rien qui vient, donc au bout de 100 ans, forcément, on en a marre. Donc, on n'attend même plus le pardon, on demande directement des réparations. D'accord. Parce que avoir fait un massacre comme ça, un génocide aussi fort, sans humanité, aussi violent, quoi. Enfin, c'est sûr, nous en tant qu'Arméniens, même 102 ans après, on peut pas oublier. D'accord. Et toi, tu as eu de la famille massacrée pendant le génocide? Oui, bien sûr. Ouais. Même mes arrière-grands-parents, et comme je pense la plupart des gens ici. Après, enfin voilà, comme tout le monde, chacun a une grande famille, donc on a tous des proches qui ont été touchés par ce massacre. Alors moi j'ai pareil, hein, moi je viens de Sivas, moi je suis l'arrière-petite-fille de l'archevêque de Sivas qui a été écartelé par ses chevaux, par ses propres chevaux, par les Turcs. Et est-ce que toi aussi tu as été élevé avec un petit où on te racontait toutes les histoires, comment ça s'est fait? Moi honnêtement, bon, on m'a pas raconté les méthodes, tout ça. Enfin, j'ai été dans une école arménienne à Maskaïn en 12e, donc forcément enfin, on a grandi là-dedans. Bon, on parlait pas que de massacres, on parlait aussi donc, de culture arménienne, de tradition, tout ça. Mais enfin, moi, il y a un film qui m'a marqué quand j'étais petit, c'était le film Maïrig. Donc forcément, dedans, on voit les différentes façons que les Turcs ont adoptées face aux Arméniens. À côté de ça, il y a plein d'autres films comme Le Masque des Alouettes, ou alors The Promise qui va sortir là au cinéma. Donc du coup, forcément, enfin, on peut s'imaginer tout. Enfin, je pense qu'il y a vraiment eu toutes les façons inhumaines de tuer qui ont été adoptées durant ces massacres. Et ce qui se passe en Syrie, là, parce qu'il y a aussi des Arméniens qui sont victimes de ce qui se passe en Syrie, est-ce que tu penses que le fait que ça ne soit pas reconnu et donc pas puni, c'est toujours la même chose qui recommence? Alors oui, même si l'histoire est différente, c'est sûr que les Arméniens qui meurent en Syrie, ça nous touche directement. Et je pense que ça devrait toucher honnêtement chaque être humain, parce que je veux dire, des massacres qui se font comme ça, peu importe où dans le monde, que ce soit arménien ou pas, c'est censé nous toucher. Sauf que le fait que ça soit des Arméniens, que ça soit des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, les mêmes traditions, les mêmes coutumes, etc., forcément ça nous touche beaucoup plus à nous en tant qu'Arméniens qu'aux autres personnes. Mais le monde, comme tous les pays, tous les partis politiques, etc., ne font pas suffisamment concernant cette situation. D'accord. Tu peux me dire ton nom et ton âge, s'il te plaît? Sarkisian Ludovic, 22 ans. D'accord. Ben, merci Voilà, beaucoup. de la référence dans le Silund. D'accord, ben, merci. Alors celui-là, 22 ans. Ah, déjà, c'est sûr qu'il a, il a été à l'école hein, en Maskaïn. C'est vrai quand même que l'école, quand elle est bien utilisée, c'est quelque chose qui permet d'élever la conscience, pas seulement au niveau politique. Ce qui me fait souffrir chez ces jeunes Arméniens, c'est qu'ils semblent oublier que l'humanité s'est fondée sur des génocides. J'en tire pas aucune joie. Mais tout ça a avancé avec des traces et des séquelles. D'ailleurs, il y a certaines qu'on n'a peut-être même pas identifiées, puisque c'est passé des millénaires avant nous. Deuxièmement, il a associé la résilience
et le pardon des Turcs. Mhm. Mais ça n'a rien à voir. Je n'ai pas besoin que les Turcs reconnaissent pour effectuer une résilience. Résilience, pour moi, ce que j'en ai compris, c'est l'aptitude à partir d'un événement traumatique, ou traumatisant, de transformer ça en chose positive. Oui, mais du moment que la victime n'est pas considérée comme victime ou reconnue comme victime par son tortionnaire, est-ce qu'il n'y aura pas un problème pour faire cette résilience? Je vais vous parler dans le cas des viols. C'est pas comparable, mais il y a des choses semblables. Dans les prises d'otages, c'est le syndrome de Stockholm. La victime finit par prendre le parti du bourreau ou s'identifier. Donc ça, c'est un moyen de résilience. C'est d'arriver à repérer là où je reprends le discours du bourreau. Parce que si je vais mendier à des gens qui ont voulu me découper en saucisson, le fait qu'un jour j'étais un saucisson entier, c'est sûr qu'ils vont encore affûter leur couteau ou mettre du scotch sur la bouche. Vous voyez? Je pense qu'il a une formation un peu plus poussée que l'autre, mais bon, le premier, la Syrie, bon, c'est plutôt un problème international. Bon, de toute façon, chaque fois comme on est réparti dans le monde, chaque fois où ça tape, on va en trinquer. Il n'y a pas vraiment un truc orienté. Par contre, Oui, avril 2016, avril 2017, oui. attaque des Azéris sur l'Arménie, et sur le Haut-Karabakh, avec la présence de combattants du Daesh. Bon, mais la première guerre du Karabakh, en 89-90, il y avait déjà eu des vétérans d'Afghanistan qui étaient venus, 3000. Bon, ils ont été ratatinés. En avril 2016 aussi. Là, il y a une volonté d'Ankara et de Bakou, d'anéantir ce peuple. Oui. 140 000 Karabarsi face à, 10-12 millions d'Azéris. On se demande comment ces gens-là tiennent. Oui, non, Oui. d'autant que le rapport de force n'est pas seulement en hommes, mais en armes. Tout le monde arme l'Azerbaïdjan. Voilà. Après, c'est pas pour défendre ces jeunes, mais moi, je pense, parce que comme tout le monde, on m'a raconté comment on massacrait les filles, les femmes crucifiées, violées, les enfants, les femmes enceintes qui étaient éventrées avec les bébés qu'on jetait, piétinés et tout ça. Et c'est vrai que ce massacre en Syrie, quand ça a été raconté, filmé et mis sur le net, je pense que personnellement, je parle pour eux, ils sont pas là, mais pourront répondre à ça, ça fait ressortir ces mêmes souvenirs et sur le même peuple. Je pense que c'est ça aussi qu'ils ont voulu dire, et c'est aussi ça. Oui, sauf qu'une parenthèse, Daesh, il est vraiment démocratique. Il massacre tout le monde. D'accord. Vous voyez, il y en a pour tout le monde. Ouais. Et surtout les musulmans, qui ne sont pas de la même confession qu'eux. Oui, bien sûr. Oui, précédemment, vous me demandiez si je m'en suis sorti, comment je m'en suis sorti. Il y a une sensibilité particulière qui peut aller jusqu'à une certaine souffrance quand je vois des choses comme ça, mais c'est en tant qu'être humain. D'accord. Vous voyez? Ah oui, Oui, en tant qu'Arménien, ça commence à bien faire, quoi. Là, je vais vous faire écouter une autre génération. C'est plutôt... Bonjour monsieur, donc vous appelez
Robert en français, puisque je suis né en France, et Moulat en arménien, et je suis le 4e de ma famille, de Moulatchos. D'accord. Donc vous êtes la deuxième génération, troisième génération? Mon grand-père est arrivé orphelin dans les années 20. D'accord. Il avait envoyé en Normandie à cette date-là, bon, mais lui, il a voulu retrouver une part de sa famille, mais bon, tous avaient été massacrés, mais il est revenu sur Marseille. De là, il a fait venir une petite de son village, donc de Rapet, et qui est devenue ma grand-mère, bien sûr, c'est moi qui suis né beaucoup plus tard. Donc c'est dans la tristesse, c'est quand même une belle histoire, puisqu'il a fait venir une petite de son village avec qui il s'est marié. Ils se connaissaient déjà à l'origine là-bas. Et est-ce que vous, dans votre famille, on vous racontait les massacres qui se Alors j'avais les deux grands-pères. Les deux grands-pères ont connu les massacres, donc nous on est arrivés et ils sont arrivés avec rien du tout. Donc je me rappelle, j'étais petit, je m'amusais avec mes cousins et cousines. Le soir ils buvaient son vin rouge, ils se mettaient à pleurer, toujours la même scène. La nuit ils avaient été attaqués et le matin ils se levaient. Il avait vu le chien qui léchait quelque chose, c'était la tête de sa grand-mère. Et ça l'avait marqué à tout jamais. Il avait quel âge? Ah ben c'était un gamin aussi. Ouais, tout petit. Tout petit, et sa mère a été violée. D'accord. Et il a eu un petit frère, mais qu'il n'a jamais vu, puisqu'il n'a jamais accepté ce côté. Et mon autre grand-père, lui par contre, d'où me vient cette volonté de me battre pour notre cause, lui, il ne s'est jamais plaint, mais en quelques mots, il m'a montré chez lui qui était une petite maison de rien du tout. Hein. Ouais. Mais bon, il y avait tout ce qu'il fallait, les cadres, le morarat, enfin tout ce qui nous rapprochait de notre Arménie. Ouais. Et quand je partais le soir de là-bas, je partais très enrichi de ce que mon grand-père me montrait. D'accord. Voilà, il ne suffisait pas de parler longuement, mais D'accord. voilà. Et qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'après 102 ans, il n'y a toujours pas eu de reconnaissance? Écoutez, j'arrive à 57 ans, je suis détruit. Détruit. D'accord. Moi, vous pouvez m'offrir tout ce que vous voulez, je n'en ai pas. D'accord. Ce que je veux, Oui. c'est qu'on nous rende un jour nos territoires. D'accord. J'ai deux filles qui sont derrière moi, là, derrière vous. Ouais. Elles ont 15 ans, donc c'est la 4e génération. Oui. Je dis pas, c'est peut-être utopique, c'est peut-être n'importe quoi ce que je vous dis, mais nos terres sont occupées par, je dis même pas la Turquie, parce que pour moi la Turquie n'existe pas. Mais il ne faut pas oublier que les Turcs n'étaient pas seuls responsables du génocide des Arméniens. D'accord. Et comme vous dites, ils n'étaient pas seuls. Les Turcs n'étaient pas seuls responsables du génocide des Arméniens, eux ils avaient, c'était le bras armé. D'accord. Mais derrière, il y avait les grandes puissances, il y avait d'autres personnes qui avaient des intérêts. Donc, on a laissé la petite population qui ne pouvait pas s'échapper crever dans leur coin. Donc, on a collatéraux. des dégâts collatéraux. Donc, on n'a même pas à le dire de tout oublier. Ouais. Donc, je suis en colère parce que une injustice totale envers nos anciens. Et si aujourd'hui je continue de venir là, les discours, j'en ai un peu assez. Ça fait 30, 40, 50 ans qu'on entend les mêmes discours. Par contre, si je continue à être là, c'est en souvenir de nos anciens, tout ce qu'ils ont souffert, parce que ce sont eux qui ont souffert. Et de nos jeunes qui meurent encore aujourd'hui sur les frontières. Il ne faut pas oublier qu'on a des jeunes de 18-20 ans qui sont sur les frontières, qui aujourd'hui, regardez, nous on a un t-shirt à Marseille au soleil, mais eux ils sont dans la neige à 200 mètres des tirs azéris. Les Azéris qui sont des Turcs, vous le savez très bien. Oui. Oui. Ensuite, je vois que vous avez deux dates dans votre... Ces deux dates, pas les dates seulement, c'est les dates significatives au génocide des Arméniens. De 1894, si vous voulez, je me tourne pour que vous le voyez. Voilà. 1894, en 1923, il y a eu, je ne dis pas des massacres, un génocide qui a été planifié avec 3 gouvernements successifs turcs. Donc quand on dit c'était sous l'Empire ottoman, c'est tout à fait faux, puisqu'il y a eu l'Empire ottoman avec, je n'ai même pas envie de citer des noms de ces gens-là. Voilà, on les connaît tous. Un il est passé, l'autre il est passé, et leur ami Atatürk a parachevé. Parce qu'on dit Atatürk, le peuple,
Atatürk, il n'a pas achevé le génocide arménien. Et aujourd'hui, on voit bien que ça continue avec les peuples assyro-chaldéens, les Araméens, en Syrie, en Irak. Dans le nord de la Syrie, il ne faut pas oublier que le nord de la Syrie fait partie de l'ancienne Arménie, où on a encore des villages arméniens qui vivaient comme... Ça ne portait pas le nom Arménie, mais ils étaient en Syrie, pour eux, ils se sentaient chez eux, comme quoi c'était l'Arménie. Et aujourd'hui, ces villages se sont vidés. Et c'est un but, ça continue. Ce qu'ils nous ont fait il y a 100 ans en arrière, le programme continue aujourd'hui. Pire que ça, en Turquie, avec l'aide de nos amis occidentaux, ils installent ces soi-disant réfugiés. Mais ces réfugiés, ils les installent où? Sur nos terres, dans nos maisons, pour que le problème kurde, tôt ou tard, il y aura un conflit entre les Kurdes et ces gens-là qui viennent s'installer, et le problème arménien est définitivement rayé. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Voilà. Alors lui, il a 57 ans, il était très très ému et vous avez vu, il emploie des mots, il est anéanti, il est triste, il remet encore avec ce problème syrien, il raconte des histoires pareilles, où son père s'est levé, il a vu le chien lécher quelque chose, c'était la tête de sa grand-mère. Donc voilà. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? La quatrième et la troisième, et c'est normal, et la troisième génération ne réagissent pas pareil. Particulièrement pour revenir à cet homme, il y a pour moi des prémices d'une analyse politique, avec toujours ce sentiment que puisque ça n'a pas été reconnu, c'est toujours la même chose qui recommence, que finalement, là, les grandes puissances sont responsables. Oui, sûrement. Comme elles sont responsables de dans tous ces pays qui sont en train de se faire écrabouiller dans le monde. Comment le dire sans que ça soit correctement perçu? Il a érigé sa mémoire en cierge. D'accord. C'est pas péjoratif. Non, non. Et il y a le bougeoir dans les églises, c'est mastoc, c'est immense, et c'est difficile à déplacer. Même si ça apporte de la lumière. Voilà, je crois que toutes les générations confondues, mais en tenant compte des spécificités de chacune, il faut surtout celles qui arrivent, là, on trouve cette mobilité de la représentation et une souplesse de l'esprit. Parce que oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le monde a trinqué en Syrie. Et puis si on n'est pas capable de voir que ce qui nous arrive, ça arrive à d'autres, je ne parle pas de génocide, hein, mais puisqu'on parle de la Syrie, et que c'est aux vrais responsables qu'il faut s'en prendre, c'est-à-dire là, pour moi, c'est l'Occident. Hein. L'Occident qui accepte par exemple le chantage d'Erdogan aux réfugiés, l'Occident qui met des conditions pour l'entrée de la Turquie en Europe, mais qui relance les négociations. Et, après les pleins pouvoirs attribués à Erdogan, on a recommencé à dire attention, vous ne rentrerez pas dans l'Europe, si, à cause de ça, et la non-reconnaissance du génocide arménien. Il pourrait dire la même chose en disant à Erdogan, si vous n'arrêtez pas de maltraiter les Kurdes, vous pouvez toujours vous taper pour rentrer dans l'Europe. Alors comme la diplomatie turque depuis Soliman le Magnifique est très subtile et très dangereuse, hein, et que la diplomatie française c'est un peu de faire la courbette à la diplomatie turque, je ne sais pas, tout État souverain se devrait dire à M. Erdogan, mais tu vas pas nous faire du chantage comme ça. C'est du chantage.
tout à fait. Qu'est-ce qu'il retient? Qu'est-ce qu'il laisse passer? Il est payé pour filtrer ces réfugiés. Dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un peu de tout. Il envoie des gens du Daesh attaquer au Khalabar. Bon, voilà. Je crois que faut en revenir à cet homme. Là encore, mais bon, lui, c'est la 3e génération. Vous savez, dans les communautés arméniennes, à part ceux qui ont fait des études, et encore, la 3e génération, ceux qui n'ont pas reçu une culture politique, je ne parle pas d'être encarté ou dans la partie. Finalement, il faudrait qu'on fasse aussi des analyses au lieu de faire que des synthèses, quoi, parce que finalement c'est tous les mêmes, ça recommence. Voilà, bon, c'est comme aux élections, c'est tous pourris, on vote pas. Bon, non, mais non, si au moins vous aviez écouté, même si vous n'aimez pas les candidats, il y en a certains qui nous obligeaient à réfléchir sur ce qui allait nous arriver. Donc, notion de fatalité. Oui. C'est-à-dire qu'il y a arrêt sur image. Oui. Oui. Et nous, on a arrêté en 1915.